Bienvenue dans ce podcast. C'est un podcast où on va parler de politique au réel, sans filtre, sans langue de bois. Pendant 3 épisodes, je vais m'entretenir avec Samy Diamerji, maire de Mantes-la-Ville depuis 2020. Alors attention, c'est pas un podcast de campagne. On va pas vous y vendre un programme clé en main. On va vous parler de quelque chose de plus rare et peut-être plus utile. Comment on gouverne vraiment une ville. Les arbitrages, les échecs, les victoires discrètes, ce que ça coûte et ce que ça change. Samy Diamerji n'est pas un politique de carrière. Avant d'être maire, il a été ingénieur, entrepreneur, militaire, président d'un club de foot de 1200 adhérents et personne ne naît maire. Et lui ne pensait pas le devenir. Alors dans cet épisode, on va remonter le fil de la Tunisie à Mantes-la-Ville, de l'armée à la mairie, pour comprendre comment on passe de l'indignation face à une injustice à la responsabilité d'exécuter pour plus de 22 000 habitants. Samy, bienvenue. Merci de prendre le temps d'échanger avec nous. Merci. Tu es né en Tunisie en 1964, quelques années après l'indépendance. Ton père était ingénieur, du coup, tunisien, et ta mère française qui travaille au consulat. C'est quoi tes premiers souvenirs dans ce pays ? Les premiers souvenirs, donc c'est des souvenirs de jeunesse. J'ai grandi dans un pays où il faisait beau, il faisait chaud, où en fait les gens étaient chaleureux. Donc j'ai grandi dans un milieu, il faut le dire aussi, favorisé. Et comme tu l'as dit, donc mon père ingénieur et ma mère travaillaient au consulat de Tunisie à Bizerte. C'est dans le nord de la Tunisie où il y avait à l'époque beaucoup de propriétés terriennes qui appartenaient donc à ce qu'on appelle les colons. Et il fallait donc pouvoir échanger ces propriétés. Et donc, du coup, il y avait un consulat qui était installé là-bas. Et c'était, comme tu l'as dit, donc, dans les années 60. Et il fallait donc beaucoup de travail avec une population qui avait grandi en Tunisie, qui était née en Tunisie et qui partait. Et donc, on ressentait ça. Néanmoins, la population tunisienne, les Tunisiens pure souche, étaient des gens très accueillants. On était dans un pays, encore une fois, ensoleillé, et il y avait cette joie de vivre. Dans le lycée français dans lequel tu étais, tu avais un proviseur militaire. Ça forge comment un gamin d'avoir ce cadre de travail ? Je vois ta question. Donc, le milieu, l'exigence que tu veux me partager ou me faire dire, elle existait à deux niveaux. Je dirais, moi j'ai grandi dans ce milieu. Il faut dire donc, mes parents se sont mariés en 1962. La Tunisie a retiré son passeport à mon père parce qu'il était marié à une Française pendant 3 ans. Lui, il dirigeait la seule raffinerie de pétrole, et donc la seule raffinerie de pétrole en Tunisie, donc source d'énergie, source de revenus, de recettes. Donc c'était important, il y avait une place sociale importante. Ma mère, elle, comme je le disais, s'occupait des transactions avec les anciens colons, les transactions terriennes, donc c'était un arrachement. Donc il y avait cette exigence-là. Ensuite, oui, donc j'ai grandi jusqu'à un lycée, le lycée qui s'appelle Pierre Mendès France, qui était lui à Tunis, où là j'ai fait des études à base scientifique, puisque pour le dinosaure que je suis, c'est seconde C, première C, terminale C. Il y avait, je me rappelle, 3 classes de seconde C d'une trentaine d'élèves, et ils prenaient donc les 5 premiers. Et donc il n'y avait qu'une seule première C, avec 15 élèves. Et on avait effectivement un proviseur qui avait été para, c'était un proviseur qui avait fait le Liban, et qui se tenait à chaque rentrée. Donc il était en plein milieu de l'entrée principale du lycée, debout, avec les bras derrière, donc sur la position militaire de repos. Et il voyait donc les 1000 élèves rentrer, il les regardait tous. Et il avait cette exigence, il voulait qu'en terminale C, il y ait 100% de résultats positifs. C'était pour moi un challenge. Le fait d'être parmi les 5 premiers de chacune des secondes et de se retrouver dans une espèce d'élite en première, donc après effectivement aussi en terminale. Non, je prenais ça plus comme un jeu sur lequel tu essayes de gagner, de remporter la mise. Et il y avait vraiment un esprit de camaraderie dans cette classe. D'ailleurs, on a eu 100% de résultats. On s'entraidait. C'était vraiment une période qui pour moi, est passée. C'était vraiment une période magnifique. En fait, il y avait une entraide sur chacun des élèves, mais en même temps, on était des espèces de pièces rares du lycée sur les 1000
plus de 1000 élèves, donc on était 15. Et bon, j'avais aussi des bons résultats en sport. Et donc, j'avais toujours eu le maximum de. C'était comme un décathlon. Il y avait un nombre de points. Ce n'était pas le bac que vous avez passé, vous. C'était selon les épreuves, tu remportais des points. Et donc, j'avais remporté jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le maximum de points remportés en sport. Et donc, j'étais à la fois une pièce rare, on va dire un intello, et en même temps, donc, un sportif. Du coup, tu poursuis ensuite, tu arrives en France, donc tu arrives pour faire maths sup, maths spé. Tu arrives à quel âge en France? J'arrive donc à 18 ans, hein, donc après le bac, j'avais voilà, 18 ans, donc je rentre en. J'arrive d'un pays où il faisait beau, chaud. J'arrive à Paris, les gens sont pressés. Mes premiers contacts avec le métro, ça a été significatif. J'arrivais sur la rame de métro et je voyais plein de gens agglutinés et je ne comprenais pas pourquoi il y avait des sièges à côté et personne n'était assis dessus. Donc je m'assois tout benoîtement sur les sièges. Et puis quand le métro arrive, tout le monde s'agglutine. Je me dis, mince, ils sont vraiment en retard, je vais les laisser passer. Puis deuxième rame de métro, je me dis, mais ils sont tous en retard ou quoi? Et puis troisième, je me dis, bon, je vais faire comme eux, je rentre. Et c'est à partir de là, il a fallu que je joue des coudes. Puis ça y est, j'étais rentré dans le bain. Pour la petite histoire, donc, quand on était en Tunisie, on arrêtait les cours à midi, on reprenait à 14 heures. J'arrive ici, premier choc, on arrête à midi, on reprend à 13 heures. Et je me dis, mais on n'a pas le temps de faire la sieste. et, et voilà, donc j'étais rentré dans le bain, mais ça a été une période difficile, ouais. Et à l'époque, donc tu as un rêve militaire qui est avorté. Tu voulais démarrer en ta carrière en tant qu'astronaute. Tu passes les concours à l'école de l'air, tu es admissible et tu te retires volontairement. Pourquoi? Alors, je ne nourrissais pas une carrière militaire, c'est justement pour ça que je n'ai pas poursuivi. Effectivement, mon rêve était d'être astronaute. Et donc, j'avais suivi voilà, plusieurs choses. Et donc, comme tu l'as dit, j'ai passé le concours de l'école de l'air. Et donc, j'étais admissible. Et ensuite, il fallait aller à la Salon de Provence, où donc là, on y passait 15 jours. Et il fallait signer, à la fin de la première semaine, l'engagement de rester 10 ans dans l'armée, mais sans savoir si on serait volant ou pas. Alors moi, ce que je nourrissais comme espoir, hein, c'était pas encore l'époque, parce que le film est sorti plus tard, c'était Top Gun, c'était d'être pilote de chasse pour ensuite accéder et devenir astronaute. Or là, je me suis dit, je ne suis pas prêt à m'engager 10 ans si jamais je dois rester 10 ans au sol, même en étant ingénieur au sol pour réparer les avions où ça ne m'intéressait pas. Donc du coup, je n'ai pas signé et donc j'ai été exclu de ce programme et donc j'ai refait une année de maths spé. Donc très vite, tu arrives en France, tu dois prendre des choix, en tout cas très concrets et très orientés. Et c'était marrant, mais tu me partageais là ce matin au café cette anecdote-là où du coup tu te rends compte que ça a été un bon choix au final. J'en avais vraiment par-dessus la tête des études et je me suis dit, bon, je vais faire mon service militaire. Et comme j'avais abandonné l'école de l'air, je rentre dans l'armée de l'air. Et donc, je fais mon service militaire dans l'armée de l'air, où là, effectivement, donc, je passe on va dire, les sélections pour devenir élève officier. Et puis, je deviens officier de l'armée de l'air, avec une option voilà, qui m'intéressait, c'est de faire les paras. Et donc, j'ai été à Pau et j'ai été fusilier et commando de l'armée de l'air. Et à 23 ans, tu te retrouves quand même dans des situations assez folles, à commander des hommes de 50 ans et à assumer du coup ce rôle et ses responsabilités. Comment tu gères ça à l'époque? Avant de commander les hommes, le fait, vous ne l'avez pas connu, vous, mais le service militaire, on se retrouve tous regroupés à 17 heures et on vous te demande tous de t'habiller de la même manière, de manière uniforme. Et à 18 heures, c'est fini. L'identité a disparu. C'est un groupe. Ensuite, nous sommes dans des chambres. Et là, tu apprends à vivre avec des gens qui ne sont pas comme toi. Et ça, c'est déjà une découverte. Avant de commander des hommes, c'est déjà une découverte. Donc, il y a des gens qui viennent de profils différents. J'ai plein d'anecdotes au niveau du service militaire. Je ne vais pas toutes les raconter ici, ce n'est pas possible. Mais voilà, il y avait des gens... le début, par exemple, de Canal+. Je me rappelle que donc, lorsqu'on faisait des gardes, il y avait des gardes à monter, Canal+, brouillé. Et il y avait un camarade, on lui expliquait qu'en clignant les yeux et en rabattant les oreilles à une fréquence bien particulière, on arrivait à décoder.
Et le gars, il croyait. Donc, bon, voilà, il y a vraiment un peu de tout. Et après, bien sûr, donc, les phases de commandement, comme tu l'as dit, bah, tu es officier, donc bah, tu commandes les sous-officiers, tu commandes les hommes du rang. Et ben, donc moi, j'étais en responsabilité, il fallait commander 400 personnes, effectivement. J'avais pas 25 ans. La fin de ce service militaire-là, tu restes réserviste. Donc, tu dures combien de temps, ce service militaire-là et dès que tu termines ce service-là, tu réintègres, tu reprends tes études à l'ESTP directement ou tu marques une pause comment ça se passe? En effet, donc le service militaire durait 12 mois. Donc je fais mes 12 mois. On m'avait proposé de faire le VSL, le volontariat de service long, et de m'engager pour aller pendant 6 mois de plus au Tchad, mais j'avais refusé. Et donc je réintègre, ce que j'avais dit, c'était une période, une parenthèse. J'en avais par-dessus la tête des études. Et donc là, j'ai fait voilà, un an où j'ai découvert autre chose, avec d'autres exigences, un autre modèle de fonctionnement. Et donc non, je réintègre l'école à ce moment-là. Donc, et puis là, je pars sur une autre aventure. C'est 3 ans d'études. Et puis, c'est à ce moment-là que je me mets à... Donc l'école que tu intègres, c'est l'ESTP. Est-ce que tu peux nous présenter un peu pourquoi tu as fait le choix de cette école-là et c'est une école du coup qui prépare des leaders et des ingénieurs sur les grands travaux et dans le domaine de la construction. Oui, en effet, c'est-à-dire que lorsque je suis allé donc faire mon service militaire, j'avais intégré quelques écoles et donc je portais mon choix sur l'école spéciale des travaux publics. Mon père en était issu, j'en connaissais un petit peu. Et puis voilà, j'avais quelques amis qui avaient intégré cette école. Donc je dirais qu'au départ, j'y suis allé, j'avais intégré plusieurs écoles, ben, j'ai fait un choix, j'ai pris celle-ci. Et après, donc effectivement, on part sur 3 ans. Mais toutes les écoles d'ingénieurs, à l'époque, lorsqu'on passe Maths Sup, Maths P et qu'on passe le concours des grandes écoles, effectivement, donc, forment des ingénieurs qui se retrouvent après dans des boîtes qui fonctionnent bien. Donc, tu reprends en parallèle de tes études, tu le disais, tu reviens à tes premiers amours, en tout cas au sport de manière intensive, au rugby. Tu es passé par différents clubs, le PUC, Paris Universitaire Club, le Racing, le Stade Français. C'était quoi? C'était un besoin de retrouver du collectif? C'était de canaliser aussi ton énergie? Qu'est-ce qui fait que tu suis ces deux parcours du coup assez exigeants d'une grande école d'ingénieur et t'engager aussi pleinement sur le terrain sportif? Alors oui, on avait cette possibilité. Encore, c'est une période qui le permettait. À l'école spéciale des travaux publics, il y avait les Castors ETP. Les Castors ETP, c'est l'équipe qui a été championne de France pendant 7 ou 8 ans de football américain. Et donc, au départ, je voulais intégrer cette équipe, bon, pour voir ce que c'était le foot américain. Mais ils faisaient leur squad, enfin leur sélection, donc de septembre à novembre, et il fallait acheter un équipement. L'équipement, c'était à l'époque 5 000 francs. Donc, si on raisonne aujourd'hui, c'était un équipement à 3 000, on va dire 3 000 euros si on ramenait au bout du jour. Et donc, évidemment, je n'avais pas cette possibilité. Donc, on faisait ces sélections. Et si on était sélectionné, on avait les équipements. Bon. Et je me suis aperçu que le foot américain, finalement, on joue vraiment 1 heure. Mais pour jouer 1 heure, donc il y a plein de temps d'attente, il y a plein de... Et il y a des rugbyman qui sont venus me voir pour me demander de venir au rugby. Donc j'ai testé le rugby. Et puis ça a été l'éclosion totale. C'est-à-dire en moins de 3 mois, j'ai découvert un monde merveilleux sur lequel la camaraderie comptait. Mais c'était un esprit d'équipe qu'on retrouvait aussi sur d'autres plans. Mais là, vraiment, j'ai découvert ça. Du coup, tu suis donc le rugby, tu continues en parallèle même après ta carrière, pendant ta carrière professionnelle. Donc, tu termines tes études, donc tu es diplômé de l'ESTP et tu intègres du coup une majeure française, Vinci. Qu'est-ce que, du coup, dans ce grand groupe, qu'est-ce que ça a duré combien de temps? Qu'est-ce que tu suis comme projet? Si tu avais des éléments pour nous illustrer, ce serait quoi? Alors, comme tu l'as dit, une fois que je termine mes études, donc voilà, je m'étais mis au rugby et donc je conduis les deux en même temps. Et bon, comme ça se passait plutôt bien au rugby, donc j'intègre des équipes qui, je dirais, le plus beau parcours, c'était au CSG, ce qui est devenu donc le Stade Français,
club athlétique de Saint-Germain, où donc on jouait en 4e division. L'année d'après, on était en 3e division, puis l'année d'après en 2e division. Et puis finalement, je suis monté en première B, c'est-à-dire, on va dire, la Pro D2 aujourd'hui. Tu poursuis ces super projets. Après ces 9 ans chez Massy, tu disais, du coup, on te propose le poste de directeur d'agence, en tout cas d'une zone plus importante. Et à la place, tu rachètes une entreprise, tu quittes Vinci et tu me disais là où mes amis achetaient leur pavillon et s'installaient, ben, moi j'ai décidé de racheter l'entreprise. Quelle était la logique? Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à te lancer dans l'entrepreneuriat? Eh bien, en réalité, lorsque j'ai commencé, donc je t'ai parlé de cette grosse opération qui m'a formé. Ensuite, dans la trajectoire, on te donne une opération, sur laquelle tu es responsable directement. Et donc, tu réalises, toi, cette opération. Tu t'engages sur un bilan financier, tu t'engages sur un délai vis-à-vis de ta direction. Pour faire très simple, en fait, il y a une opération qui est obtenue par une cellule commerciale. Ensuite, la cellule opérationnelle va l'exécuter. Évidemment, on n'est pas d'accord sur les marges qui vont être réalisées, sur le délai qui va incomber à la réalisation de cette opération. Et ça, c'est arbitré par la direction générale. Mais dès là, à ce moment-là, donc, tu t'engages déjà à signer. Tu es mandataire légal en tant que responsable de chantier. Eh ben, il y a 3 niveaux de délégation de pouvoir: le directeur d'agence, le directeur de l'entreprise et le directeur opérationnel. Et donc là, dès que tu es directeur opérationnel, si jamais il y a un souci de sécurité, c'est toi qui te retrouves au tribunal. Donc ça te forme aussi. Et donc cette trajectoire, oui, se poursuit. Donc voilà, je fais d'autres opérations, je l'ai dit, en neuf, puis après en réhabilitation. Et effectivement, au bout de 9 ans, je m'aperçois qu'en fait, je ne serais pas tout à fait à mon aise dans ce parcours, même si c'est une trajectoire, on va dire, qui est tracée. Et donc, je nourris l'envie d'avoir ma propre entreprise. Et effectivement, au lieu de racheter un pavillon, ben, je rachète une entreprise. Et ça, tu disais sur ta précédente expérience, en tout cas dans ta carrière, tu avais du coup les responsabilités qui allaient avec. Là, tu deviens en plus ton propre patron. Qu'est-ce que ça t'apprend? Quelles sont les grandes, pas différences, mais qu'est-ce qui évolue pour toi à ce moment-là? Ben, il y a une chose qui est une vérité de la palisse, mais pour tous les chefs d'entreprise à leur compte savent ce que c'est. Lorsqu'on sort d'un major du BTP ou lorsqu'on sort d'une entreprise majeure, ben, tous les 28, tous les 29 du mois, on sait qu'on est payé. Et on sait qu'on a notre fiche de paye et on sait qu'on a un virement sur notre compte. Mais par contre, lorsqu'on est à son compte, ben, il faut rentrer les marchés et on n'est pas sûr d'avoir notre paye le 28 du mois. Ah, donc là, c'est une autre forme de pression du coup qui s'ajoute. Et c'est le moment où aussi tu changes de zone géographique et c'est marque aussi un peu ton arrivée à Mantes-la-Ville. Tout à fait. C'est-à-dire que donc, au moment de ce choix, je me dis qu'il va falloir donc les enfants arrivent, il va falloir vivre dans un milieu. Donc moi, je venais encore, je reviens là-dessus, sur un milieu favorisé avec de l'espace et les contraintes manifestes professionnelles d'horaire. Je ne voulais pas les rajouter sur des contraintes de vie familiale. Et donc, il était important pour moi que, en tout cas, ma famille soit dans un environnement serein, un environnement où il y a de l'air, un environnement sur lequel on puisse circuler, où on n'est pas contraint par le magma et la pression urbaine. Et donc, on voulait trouver un espace périurbain qui permette quand même de rejoindre la capitale et donc la zone d'achalandage pour l'entreprise en moins d'une heure. Et donc, on se retrouve à Mantes-la-Ville. Tu te retrouves donc à Mantes-la-Ville en 2000. T'as quel âge? Donc t'as 35 ans, je crois. Ton premier enfant à 4 ans. Exactement. Donc, tu m'as vieilli d'un an, mais donc j'avais 34 ans. Donc, lorsque j'arrive à Mantes-la-Ville, et effectivement, mon fils Thorsten, mon fils aîné, donc à ce moment-là, 5 ans. Nous étions dans la région proche banlieue, donc nous vivions à Nanterre. Et donc là, on se retrouve à Mantes-la-Ville dans un cadre, voilà, une résidence arborée, une résidence tranquille, donc avec le rue de la Vaucouleurs qui passe à côté, et donc avec des oies, des canards. On est dans un endroit un petit peu retiré,
et où il fait bon. Il fait bon vivre. Au-delà du cadre, tu découvres Mantes-la-Ville, tu découvres aussi ces acteurs associatifs locaux. Et c'est là que tu fais la rencontre du coup avec le football local. Comment tu passes du rugby au foot? Comment tu découvres le FC Mantois? Alors là, c'est aussi effectivement une histoire qui arrive, on va dire, par hasard. Je voulais, voilà, je souhaitais que mon fils fasse du rugby. Donc il s'est mis rapidement au judo. Il était plutôt bon au judo. Il arrivait à se débrouiller. Et donc je me disais que vraiment, voilà, on pouvait faire de lui un bon rugbyman. Mais finalement, bah, c'est le foot qui l'a remporté. Et moi, je me suis rassuré en me disant, au moins, comme il est gardien, il touche la balle des mains. Tu avais préparé l'option, une option rugby potentiellement pour plus tard. Alors j'avais toujours nourri cette option, mais bon, voilà, le fait est que ce qui comptait, c'est que voilà, qu'ils prennent plaisir. Et après, très rapidement, eh ben, je me suis pris au jeu. Il était dans une équipe qui a bien fonctionné avec un bon coach. Son équipe a remporté plein de tournois. Et j'étais content de pouvoir les accompagner tous les week-ends. C'était vraiment voilà, des moments sympas. C'est là que je découvre le FC Mantois, le foot. On accueille voilà, à des moments particuliers de tournois où des équipes de province viennent sur la région parisienne et viennent au FC Mantois sur des tournois qui sont ouverts. Et donc on accueille des dirigeants, on accueille des jeunes joueurs qui viennent de province. On les accueille parce que la maison était suffisamment grande, donc ils dorment chez nous pendant la période de tournoi. Et c'est comme ça que donc je nous contacte avec le FC Mantois et avec les dirigeants du FC Mantois. C'est tes premiers engagements, en tout cas, au sein du club, en tant que parent d'enfants adhérents, en tout cas, à l'association. Et qu'est-ce qui te plaît dans cet engagement-là au FC Mantois? Qu'est-ce que tu découvres du FC Mantois? Alors je découvre au FC Mantois donc un club qui est vraiment nouveau, puisqu'en fait, il est la réunification de trois sections football de l'ASM, donc l'association de sport de Mantes-la-Jolie, la section foot du CMV, donc du club athlétique de Mantes-la-Ville, et aussi donc, de la section foot de Buchelet. Et ces trois sections de foot se retrouvent en 1994 et créent le FC Mantois, donc, qui existe depuis 1994. Et très rapidement, ce club, donc son équipe première, donc, joue les premiers rôles en CFA et même a failli passer au niveau national, donc une année. Et donc le club est vraiment important donc, sur le territoire, en termes de résultats, mais aussi en termes de nombre, en termes d'équipes engagées, à l'époque plus de 50 équipes, ce qui veut dire que donc, toutes les semaines, il y a des 50 matchs, 50 rencontres, donc 50 équipes, donc ça fait 50 dirigeants, 50 entraîneurs, donc ça fait déjà 100 personnes, plus tous les joueurs, tous les jeunes joueurs qui sont là. Tu deviens président du club pendant quelques années, où vous allez vous allez assainir les finances, vous faites évoluer la gouvernance du club, vous l'ouvrez avec les premières femmes dirigeantes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et c'était déjà un peu de la politique, non? C'était des premiers pas, en tout cas, dans un écosystème politique local. Alors en effet, on peut revenir sur un fonctionnement qui s'est répété en politique, puisque de toute façon, les ressorts ont été exactement les mêmes dans mon esprit. Euh, voilà, je noue des relations avec les dirigeants du FC Mantois. Tout le monde est les bienvenus chez nous. On reçoit tous les joueurs. À partir du moment où ils sont sympas, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet de couleur de peau, de religion, etc. Donc c'est vraiment éclectique. En 2006, donc, voilà, on vient m'approcher, on me demande de m'engager dans le comité directeur du FC Mantois. J'y suis pas intéressé parce que la vie de l'entreprise me mène et je n'ai pas de temps à consacrer à voilà, une vie de bénévole, en fait, dans un club aussi grand soit-il. Mais bon, je reste à l'écoute et
je m'aperçois qu'il y a à un moment, dans l'Assemblée générale de 2006, finalement quelque chose qui est démocratiquement pas recevable, où donc des élections ont été invalidées de manière, je dirais, un petit peu cavalière par l'équipe dirigeante de l'époque, où tout le monde ne pouvait pas intégrer librement le comité directeur. Et donc, je m'engage dans une médiation qui dure 4 mois entre les dirigeants de l'époque et ceux qui voulaient donc intégrer le comité directeur. Je fais vraiment le médiateur et à un moment, il a fallu que je tranche. Et j'ai tranché parce que je me suis aperçu, lorsque le président de l'époque me dit je ne peux pas m'asseoir avec le postulant parce qu'il a une couleur particulière, à cet instant précis, je m'engage. Donc, tu t'engages sur le club, ça dure combien de temps cet engagement au FC Mantois? Et si tu en retirais quelques grandes actions ou grands éléments marquants, ce serait quoi? Alors, une fois que je me suis engagé, il a fallu ensuite convaincre. Il a fallu donc reprofiler des élections qui ont été scrutées. Et donc, il y a eu des élections qui ont été faites donc, en juin 2007. Ces élections donc, portaient donc, à tout un chacun, tout adhérent du FC Mantois de pouvoir voter. Et donc, une nouvelle équipe, a été élue avec un comité directeur. Et donc, j'en ai été élu président de cette nouvelle équipe. Et les objectifs que je me suis fixé, que j'ai fixé avec le comité directeur, c'était lorsqu'on est rentré, le comité directeur était composé de 6 personnes. En réalité, il aurait dû être de 9. Statutairement, au départ, c'était 9, avec un tiers remplaçable tous les 2 ans. Et donc, il y a un tiers donc, de 9, 3 qui sont partis. Et finalement, l'équipe de l'époque était restée à 6, parce que c'était plus confortable de rester à 6 que d'être à 9. Donc, on a rétabli le fait qu'on soit 9 au comité directeur. J'avais nourri aussi la volonté qu'il y ait une femme qui intègre donc, le comité directeur, puisque c'était les prémices et les débuts des équipes féminines. Et d'ailleurs, le FC Mantois aujourd'hui a des équipes féminines qui jouent les premiers rôles sur le territoire. Et donc, ça a été lancé à cette période. Donc, refonder les statuts, intégrer donc des équipes féminines. Ensuite, le club, l'équipe première était en CFA2. L'objectif, c'était de se retrouver en CFA. Et il y avait le souci financier du club qui avait des difficultés financières, c'était de les réassainir. Et donc, au bout de 2 ans, les finances ont été réassainies. Le FC Mantois avait son équipe Fagnon qui était en CFA. Et il y avait des équipes féminines. Et bien sûr, le statut de neuf au comité directeur. Et en 2015, nouveau tremblement de terre local. Cyril Naute, premier, devient maire FN de Mantes-la-Ville, première ville FN d'Île-de-France. Et il retire progressivement, d'un coup, les subventions du FC Mantois. Comment ça se passe? Comment tu l'apprends? Et quelle est la relation avec lui? Alors, comme tu l'as dit, oui, je deviens président du FC Mantois en 2007 et je reste donc au comité directeur en tant que président ou coprésident pendant 12 ans, jusqu'en 2019. En 2014, élection municipale, une élection municipale à Mantes-la-Ville, comme toutes les villes de France, sauf que ici à Mantes-la-Ville, on se retrouve en 2014 en quadrangulaire. Une équipe du Front National, 2 équipes de gauche, l'équipe de la maire sortante et une équipe de la maire d'avant, et une équipe de droite. Quadrangulaire, et finalement, pour 61 voix, c'est le Front National qui remporte. Et donc devient maire de la ville. Seule ville en Île-de-France à être Rassemblement national ou Front National à l'époque. Donc évidemment, en 2014, les premiers budgets sont en avril. La subvention qui était allouée au FC Mantois, environ de 80 000 €, il en retire 15 000 dès la première année. Je vais le voir et puis donc je lui demande pourquoi. Il m'explique assez rapidement et on va dire de manière très peu courtoise que
on resserre les vis sur l'ensemble du tissu associatif. Et donc, on se retrouve avec 65 000 euros. L'année suivante, les 65 000 euros sont retirés. Le club se retrouve avec donc 0 euros, aucune subvention de la ville dans laquelle le siège, le terrain d'honneur est issu. Plus aucune subvention. Je demande à voir le maire qui m'explique que ces subventions, donc il les a retirées pour pouvoir payer des installations électriques, ce qui n'est pas du tout la ligne de fonctionnement, mais une ligne d'équipement, ce que je lui dis. Il ne me répond pas et je lui rappelle qu'il y a une convention qui avait été signée entre la commune et le FC Mantois, une convention triennale qui avait été signée en 2013 et donc qui était conduite normalement jusqu'à 2016. Et donc là, on était en 2015. Et là, donc, il me dit que ce n'est pas lui qui l'avait signé. Il déchire cette convention, il la jette à la poubelle. À ce moment-là, j'ai exactement la même réaction que j'ai eue quelques années auparavant, lorsqu'on m'a dit « je ne peux pas traiter m'asseoir à table avec une personne de cette couleur ». À cet instant, je me suis dit « ça n'est pas possible et il va falloir que je m'engage ». Ce moment-là où tu décides aussi de t'engager, donc comment tu t'engages, comment ça s'organise avec les acteurs locaux? Tu sais déjà que tu vas y aller ou tu t'inscris dans une démarche avec les partis existants? Quelle forme ça prend et comment tu t'organises? Alors, de manière parallèle, avec la recherche de mécénat, la recherche de subventions, la recherche d'argent pour le club, je me dis que il n'est pas possible de rester les bras croisés face à une telle situation, parce qu'elle va être forcément reconduite. Là, on était en 2015, donc forcément en 2016, le club aurait eu 0 de la commune, 2017, bref, jusqu'à la fin du mandat, donc jusqu'à 2020, forcément, mécaniquement ou obligatoirement, donc le club n'aura pas eu de subvention. Donc il fallait pouvoir donc obtenir ces subventions ou obtenir des subsides pendant les 5 ans qui venaient. Mais face à cette situation où je me dis, il y a plus de 300 gamins qui sont mandevillois, qui vont se retrouver, qui ont le risque de se retrouver donc, sur le carreau, en tout cas de ne plus pouvoir jouer au foot, parce que donc, une personne qui veut exclure donc, cette population de la vie sociale, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Et donc, il me fallait cette forme d'engagement. Et donc, je vais voir le président du conseil départemental, Pierre Bédier, que tout le monde sait, de droite, chiracien. Et donc, je me dis que forcément, il aura une vue particulière sur Mantes-la-Ville, puisque le RPR et le Front National ne pouvaient pas être d'accord. Donc, je me dis qu'il aura forcément une écoute. Donc, je vais le voir. J'ai pris rendez-vous avec lui. Je le vois à Versailles. Et je lui dis qu'il pouvait compter sur moi, qu'il pouvait compter sur le club pour supporter toute équipe qui candidate municipale qui choisirait pour faire face au Front National et qu'il pouvait compter sur notre soutien. Et donc, je lui dis, tu pourras compter sur notre soutien. Et pour lui montrer qu'on était vraiment déterminés, je lui dis, quitte à être maire. Mais à ce moment-là, je le dis vraiment pour montrer que j'étais déterminé. Mais j'avais 2 entreprises et je ne pensais pas du tout y arriver. Mais c'était pour montrer qu'on était vraiment déterminé, qu'on irait au bout, parce que pour moi, ce n'était pas possible de laisser cette situation et sans interférer, sans en tout cas tenter d'avoir une action pour remplacer la personne qui était en place. Tu sens que tu dois porter le drapeau et que tu dois mener le combat en étant tête de liste et en t'engageant pleinement. Bah ça, c'est toute l'histoire de ma vie. En fait, c'est un choix qui s'est pas fait tout de suite, mais lorsque j'en parle au président du département en lui disant voilà, tu peux compter sur moi. Donc il avait une équipe, donc une personne qui partait. On l'a soutenu pendant 6-9 mois. Et puis cette personne, finalement, voilà, pour des raisons personnelles, a jeté l'éponge. Et donc le président du département me dit tu te rappelles ce que tu m'avais dit que c'était tu pouvais te présenter en tant que maire. Donc il me demande d'y penser fortement. Et c'est à ce moment-là, je lui dis écoute, si tu as un plan B, ça serait bien. Il me dit mais non, c'est toi le plan B. Et donc
Voilà, j'y ai réfléchi pendant une dizaine de jours et puis je me suis dit, ok, je vais Et m'engager. comment tu démarres vous avez une équipe, un programme, ou vous avez tout construit en marchant et vous y allez entre guillemets tête baissée. C'est à combien de temps avant les élections? Alors, voilà, pour être honnête, je n'ai jamais participé à la vie politique, j'ai jamais siégé dans un conseil municipal, j'ai même jamais dépouillé, j'ai jamais été assesseur à l'époque. Et donc j'étais loin de la vie politique en me disant que bon, les gens qui étaient là en politique étaient là pour, en gros, faire leur métier et faire en sorte que voilà, ils aident les administrés dont ils sont en charge. Mais je m'aperçois que les deux équipes de gauche, donc la maire sortante et la maire d'avant, plus l'équipe de droite, donc citoyenne de l'époque, se sont retrouvées et se sont dit, voilà, on va faire front républicain face au Front national. Et je me suis dit, enfin enfin une bonne solution. Et on arrive à l'orée des 6 mois avant les élections, et puis je m'aperçois que ça vole en éclats pour, encore une fois, des raisons d'ego. Chacune des trois têtes de liste, donc voulant être tête de liste de la liste qui serait partie en Front républicain. Et donc ça vole en éclats. C'est ce qui m'amène donc moi à vouloir m'engager à ce moment-là. Ma décision découle du fait que je m'aperçois qu'il n'y a personne qui pourra aller face aux représentants du Front national. Vous récoltez des soutiens de taille, en tout cas au niveau national, au niveau local. Et c'est une grosse bataille terrain. Tu me disais plus de 130 réunions d'appartements. C'était quoi le message pendant toutes ces réunions? Et c'était quoi le mot d'ordre? Alors il y a plusieurs choses. Effectivement, on a le soutien, mais parce que on est la seule ville en Île-de-France qui est donc dirigée par un maire Front National. Et donc on a ces soutiens qui sont des soutiens républicains. Mais au-delà du soutien de parole, il n'y a pas de soutien derrière. Il n'y a pas d'aide à la campagne, il n'y a pas de soutien financier. C'est un soutien, on va dire, moral. Et donc, bon, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, donc c'est très gentil, tous ces soutiens. Mais c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire bouger les lignes. Et donc, on commence à faire un travail de fond où il y avait des équipes qui voulaient se présenter aussi face au maire RN de l'époque. Et voilà, assez rapidement, j'arrive à les faire adhérer au fait qu'il fallait qu'on fasse une liste d'union, donc avec ceux qui avaient voulu se présenter, et qu'on arrive à s'unir, et que ce soit donc une liste d'union. C'est pour ça qu'on a appelé cette liste l'Union pour Mantes-la-Ville. Et, et on a commencé donc en novembre 2019 ce combat au travers de réunions d'appartements, au travers de réunions publiques, au contact de la population, puisque c'était ça qui comptait. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouvait dans un système où il y avait le Front National, la droite, la gauche, avec leur fonctionnement, leurs arcanes habituels. Je ne vais pas dire déconnectés de la vie réelle, mais pas en phase totale avec la vie réelle, pas de manière pragmatique. Il fallait connaître les gens, il fallait connaître donc la volonté réelle des gens, ce qui les importait. Ce qui importe aux gens, c'est qu'en fait, on prenne en considération leurs demandes, et puis, très simplement, ce qu'on est capable de faire, et en le réalisant, on s'aperçoit qu'on a plus d'adhésion qu'en racontant des programmes ubuesques, et finalement, qui ne seront jamais réalisés. Vous arrivez avec 27%, derrière Cyril Note qui est toujours premier, qui a 33%. Est-ce que tu t'attends à ce résultat-là? Est-ce que c'est une première petite victoire d'être déjà au second tour? Vous avez fixé un objectif ou comment ça se passe? Alors, dans l'équipe de campagne, oui, il y avait des objectifs qui avaient été fixés, mais personnellement, moi, je m'attache absolument pas à ça. Je dirais, je reviendrai à mon parcours sportif. Quand on est un champion d'automne, ça vaut rien, en fait. Ce qu'il faut, c'est être champion à la fin de la saison. Et donc, bon, on est second. Certes, le maire sortant est en tête, mais c'est surtout l'écart qu'on a creusé avec
les équipes d'après, qui montrent qu'il y a une vraie distance. Donc on était à 27%, ou pratiquement 28%. Et puis donc l'équipe d'après, de la gauche, qui était à 17%, donc avec un écart très très important. Et puis l'extrême gauche qui était à 14%, donc encore plus loin, alors que eux étaient déjà dans le giron de la politique. Ils ont siégé en conseil municipal, ils ont été parfois même en charge. Et finalement, donc, se retrouvent loin. Ce qui est donc, moi, à ce moment-là, au-delà du résultat, le fait d'être second, me rassure sur le fait qu'on était, nous, dans les bonnes dispositions. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on arrive, on est une liste sans étiquette, une liste d'union, mais on a battu le pavé, on a fait des réunions d'appartements, on a pris en compte les gens, donc les gens ont écouté, et on a un dialogue, on a un discours pragmatique en disant qu'on ne va pas tout révolutionner, mais qu'on va faire un maximum, qu'on va chercher des subventions, qu'on va chercher des possibilités et qu'on va actionner sur ce qui est possible d'actionner le plus rapidement possible. C'est ce qui fait, je pense, cet écart, le fait que à terme, en tout cas, au bout d'échange, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais les deux listes de gauche se retirent. Donc vous gagnez après, votre liste gagne avec 55,85%, en tout cas au second tour. Et comment se passe du coup un peu le soir de la victoire? Et c'est un grand soulagement ou c'est aussi le début des responsabilités qui vont avec? En tout cas, comment se passe ce premier soir-là? Et si tu en gardes un fait marquant, ce serait quoi? Alors, oui, c'est un soir important parce que c'est le soir de la victoire, mais c'est une liesse populaire qui, qui se dégage. Et moi, c'est ça que je vais retenir. En fait, c'est une espèce de soulagement de la population de voir enfin la ville qui était Front National qui bascule donc sur une ville sans étiquette, enfin sur une équipe sans étiquette. C'est ce que je retiens de ce soir-là. Néanmoins, il s'est passé, donc le premier tour, c'était le 15 mars, et puis le deuxième tour, c'est le 28 juin. Il y a 3 mois entre les deux tours, alors que d'habitude, c'est une semaine. L'équipe d'extrême gauche, donc voilà, jette l'éponge au lendemain, au surlendemain du premier tour, donc vers le 16-17 mars, et on rentre, je le rappelle, à ce moment-là, en période de Covid. D'où les 3 mois. L'autre équipe de gauche, donc, qui avait fait 17%, ne jette pas l'éponge et essaye des tractations avec nous. Je sens ça de manière nauséabonde et finalement peu démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie d'avoir des places, on essaie de négocier un certain nombre de choses. Et pour moi, on est détaché de la réalité des gens. Et ça nous conduit voilà, jusqu'à, je dirais, la dernière semaine avant le deuxième tour. Et finalement, cette liste-là aussi jette l'éponge avec enfin une lueur de bon sens. Sinon, on risquait encore de se retrouver avec le Front National à la tête de la ville. Du coup, donc le deuxième tour est un front républicain. Alors oui, c'est un soulagement, mais comme c'est un front républicain, voilà, au deuxième tour, voilà, ça aurait été vraiment une catastrophe que mon équipe ne passe pas. C'est pour ça que donc, je retiens surtout la liesse populaire, le soulagement, et plus que le sentiment de victoire. Et donc à partir de là, à partir du moment où ce n'est pas un moment de victoire, mais une liesse populaire, on sent tout de suite qu'on est en charge et qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Ce qui est, peut-être qu'on pourrait terminer par une question qui serait du coup hyper intéressante et pour clôturer un peu ce premier podcast. Donc, vous arrivez à la mairie. Comment se passe ton premier jour à la mairie et ta première entrée dans ce bureau que tu avais visité du coup en tant que président de club? Tu as un souvenir de cette première journée, quelque chose qui t'a marqué particulièrement? Alors, je rappelle, on était en période de Covid, donc les mouvements, les regroupements n'étaient pas possibles. Et donc, il fallait tout faire en parcimonie. Et donc, on arrive dans dans une administration que je découvre, hein, bien évidemment. Le bureau du maire, lorsque je rentre dedans, donc je l'avais déjà vu quelques années auparavant, et donc je le trouve très, très austère et très peu ouvert. Et donc, la première des choses que je me dis, on est en période de Covid,
Le bureau est austère, il est fermé. Je veux faire l'inverse. Je veux qu'il soit ouvert et je veux qu'il y ait de l'air. Donc, il y a des armoires, je les retire. J'épure le bureau. Je change la disposition du mobilier pour que on soit tourné vers les portes d'entrée du bureau pour pouvoir accueillir les gens. Bravo pour cette superbe épopée et pour ce parcours. Moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est que t'es pas devenu maire par ambition personnelle. C'est souvent ce qu'on, un écueil en tout cas qu'on voit en politique. Mais parce qu'à un moment donné, rester les bras croisés, c'était plus possible. Et alors, gagner une élection, c'est une chose. Tenir une ville pendant 6 ans, c'en est une autre. Et c'est ce dont on va parler dans le prochain épisode, ce que tu as trouvé en arrivant à la mairie, ce que tu as découvert et que tu n'avais pas du tout identifié, ce que vous avez fait, ce qui a marché, ce qui coince encore. Et on se retrouve du coup sur ce prochain épisode. Et merci Samy pour ton partage et d'expérience et cette sincérité. Merci à toi et vivement le prochain épisode. Ce sera le plus intéressant dessus.